Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des maternelles. Vous êtes bien sur France 5, il est bien 8h55. Qu'est-ce qui me permet de dire que nous sommes aux maternelles? Plusieurs choses. Regardez déjà, dans la piscine à balles, il y a un enfant. Et ça, il n'y a qu'aux maternelles qu'on voit ça. Deuxième chose, il y a un bébé dans les bras de sa maman et c'est Bilal. Salut Bilal, ça va? Oui, bon alors le bébé ne répond pas. Et regardez-moi cette tête, celle de Nathalie Le Breton. Sachez que quand vous la voyez à la télé, c'est que généralement... c'est des maternelles, sur France 5. Généralement, c'est une... c'est gentil. C'est adorable, c'est toute rouge. Non, c'est toute rose. Et ça vous va très bien. Ça va, Elsa? Ça va, Mathieu? Oui, c'est tout? Non, c'est pas tout. Bonne tête de maternelle, vous aussi. Merci. Non, mais moi, je suis content de travailler au maternelle parce que je me fais des nouveaux amis en permanence. Et là, mon nouveau pote, c'est Bilal. Regardez le sourire on se pointe tous les deux, on fait des sourires incroyables. Mathieu, vous avez décidé de nous faire... Je ne vous parle plus, je parle qu'à Mathieu, vous avez décidé de nous faire peur ou quoi? Parce que déjà, vous avez dit, il y a quelques semaines, que nos enfants mangeaient trop salé, puis qu'ils mangeaient trop sucré, et maintenant, ils mangeraient trop gras. Oui, non, parce que je veux maintenant que les êtres humains arrêtent de manger. J'ai l'impression. C'est ça, je souhaite au plus profond de moi-même. Et c'est l'objet de votre chronique. Oui, mais c'est pas. Servir. Oui, mais c'est pas du tout alarmiste. Voilà, oui, on mange un peu trop gras, mais c'est rien. Il y a du bon gras pour les enfants, et puis faut pas s'inquiéter non plus. Il y a du bon gras. Mais oui, non, mais il faut un peu de gras pour le cerveau, pour le développement de Eh bien, humain. on voit ça dans votre rubrique, ça peut servir, et c'est à 9h50. En parlant de ce qui peut servir, alors moi je suis ravie de faire une émission comme ça qu'on va faire. Oui, Bilal, je suis ravie parfaitement, puisque c'est une émission qui va filer un sacré coup de main aux mamans qui nous regardent ce matin. Ces mamans qui ont décidé d'allaiter, parce que oui, allaiter, ça paraît simple, et pourtant, à la sortie de la maternité, 2/3 des mères allaitent leur bébé, alors qu'elles ne sont plus que 5% au bout de 4 mois. Vous vous rendez compte? 5%, ça fait... C'est terrible. Alors la question, évidemment, il y a la reprise du travail qui explique ce chiffre en partie, mais c'est le cap difficile du premier mois qui apparemment est vraiment très dur à passer. Au maternel, on a voulu comprendre pourquoi et surtout chercher et trouver ensemble des clés pour faciliter la mise en route de l'allaitement, car oui, l'allaitement, ça s'apprend. Bonjour à toutes les trois et bienvenue sur notre plateau. Meryl, je commence avec vous. Vous venez de Blénaud, ça se trouve dans l'Yonne, et vous êtes enceinte de votre 3e enfant. Et vous vous demandez si vous allez l'allaiter ou pas, parce que les 2 premières fois quand vous avez eu vos bébés, vous les avez allaités, et vous n'avez pas... Vous avez essayé de les allaiter, et ça n'a pas super bien marché. Et donc là, vous êtes enceinte, et votre grossesse est teintée de cette angoisse. Est-ce que je vais y arriver ce coup-ci? Complètement, elle est exclusivement centrée sur la question de l'allaitement. Voilà. Alors j'espère qu'on va arriver à vous désangoisser ce matin. Aude, vous venez de Jusier, ça se trouve dans les Yvelines. Vous avez arrêté d'allaiter votre fille aînée au bout d'1 semaine car c'était vraiment trop douloureux. Quand vous êtes retrouvée enceinte de votre 2e enfant, vous avez décidé cette fois-là de bien vous préparer et vous y êtes arrivée cette fois-ci. Vous nous raconterez comment tout à l'heure. Nawel, bonjour. Vous venez de Périgueux et vous êtes donc la maman de Bilal. Vous allaitez toujours votre fils qui a 8 mois et pourtant les débuts n'ont pas été faciles. On dirait pas comme ça. Vous nous expliquerez pourquoi et comment vous avez dépassé ces difficultés. Bonjour docteur Marc Pillot. Bonjour. J'ai mal dit, Marc Pillot. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors je rappelle que vous êtes un super pédiatre et que l'on peut vous trouver physiquement à la maternité de l'hôpital de Tourcoing, labellisé ami des bébés. C'est ça, Bilal, parfaitement. Merci beaucoup. Tu l'as reconnu, Marc Pillot. Merci beaucoup de revenir nous voir. Elle est au buzz. Ce que le rideau est à la dernière séance, c'est Elsa. C'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran photo. La photo sur Vous faites très bien Eddie Mitchell. Regardez la tête d'Elsa quand elle fait Eddie Mitchell. Ben oui, elle le fait très bien. Adieu les chocolats glacés. Alors vous ne croyez pas si bien dire, puisque l'objet du Sabaz Elsa, c'est justement de nous parler de cinéma. Apparemment, on va pouvoir aller au cinéma entre adultes avec un service de babysitting, c'est ça? Tout à fait. C'est génial ça. Est-ce que vous êtes allée au cinéma justement dernièrement, Julia? Oui, mais pour voir des trucs pour les enfants. Eh ben, je suis comme vous. Moi, c'est pareil. C'est vrai que tous les films en ce moment, les Crocs, Ernest et Célestine, etc. On les a tous vus. Je les ai tous vus et c'est vrai que se faire une petite sortie romantique à 2 pour voir le dernier Tarantino, ça devient vraiment compliqué. Ouais. Vous faites une sortie romantique avec votre fils, c'est Non, ça? non, Voir les Crocs. je pourrais éventuellement. Non, mais c'est surtout que ce qui est compliqué, Elsa, c'est que quand on sort en amoureux voir un film, avec le prix de la babysitter, éventuellement du resto qu'on se fait avant ou après, plus le prix du cinoche, il faut pas se louper. Et c'est exactement ça. Faut pas aller voir un AV, on est bien d'accord. Donc du coup, on sélectionne très bien son film. Mais nous avons une chaîne de cinéma qui a pensé à nous. Voilà, pour nous faire aller au cinéma plus souvent et ils mettent à disposition des petits ateliers
pour garder vos enfants pendant que vous allez voir avec votre moitié ou avec vos copines, parce que ça peut aussi marcher entre copines, le super film pour adultes et pas le énième dessin animé de Walt Disney. C'est chouette, ça s'appelle Inclus dans le prix. Alors voilà, Alors justement, c'est là où le bas blesse, vous avez tout à fait raison. Donc alors voilà, c'est quand même 100 mètres carrés à disposition avec des animateurs, des thématiques, tout ça c'est quand même assez bien pensé cette petite chose. Et pour la modique somme de 25 € pour 4 heures. bah, c'est le Donc, prix d'un babysitting à peu près. pour un enfant. Ouais. Maintenant, c'est 25 € pour 4 heures par enfant. heures. Donc si vous êtes comme moi et que vous en avez 3, ça fait 75 €. Ça fait plus cher la du place film. de cinéma, plus les pop-corn, parce que je prends beaucoup de pop-corn. Ah oui, non, ça devient Oui, ça des c'est voilà. la soirée de luxe. Mais oui, Julien. C'est pour ça que le film a intérêt à être bon, Nathalie. Exactement, faut pas se louper. Et c'est un petit peu ce que nous disent nos parents en fait sur Sur Facebook. Facebook, qu'est-ce qu'elles disent Bah, ils les trouvent mamans que c'est tous une super bonne initiative, évidemment, Mais parce que il ça y faudrait est. que ça soit gratos. Bah, soit voilà, soit gratuit, soit en tout cas moins cher, ou en tout cas dégressif avec un nombre d'enfants. Ça serait Surtout, bien, ça ça. serait vraiment surtout hyper intéressant. Donc je vous cite quelques petits commentaires. Autre qui dit voilà, super initiative, un petit peu cher Magali, 50 € pour aller voir un film à deux, 70 € à ce prix-là, je les emmène chez Mickey. Voilà, Oui, c'est aussi bien ce qu'elle sûr. nous dit. Bref, peut-être justement des choses à creuser comme ce qui se passe au Canada. Vous savez qu'il y a beaucoup ce genre de choses au Canada où on garde les enfants pendant que les mamans vont au cinéma. Oui, Ça a été bien il y a pensé. il y a des trappeurs qui gardent vos enfants au Canada. Aussi, on les appelle des billes croquettes. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, ça coûte effectivement beaucoup moins cher. Donc, une chose à creuser, je pense. Et Bah oui, notamment- là il commence, il n'y a qu'une seule, c'est ça à Pour Paris, l'instant, il n'y a le qu'une moment seule salle à Voilà, Paris. faut que ça se développe. C'est un prototype, c'est en fait une phase de test. Et du coup, si jamais ça fonctionne bien, forcément, ça verra le jour. Pourquoi Ça 4 devient- heures, Julia? moins cher. Pourquoi 4 heures? Oui, c'est pas une mauvaise question. Pourquoi 4 heures Parce que souvent, le film dure 2 heures. Vous y allez un petit peu avant pour manger. Et du coup, C'est vous pas regardez bête, une on heure, peut vous se- débriefez du film avec vos Mais bien copains et sûr, on peut copines. faire un resto entre temps, Nathalie. On file mange chez vite. soi, on fait un gros câlin, C'est on ça, et on revient. revient. Pas très loin du ciné. Mais Nathalie, toujours Nathalie, et ses gros câlins, c'est dingue Mais cette après, histoire. Nathalie, ça en fait un de plus à faire garder après. Nathalie. Oh, on n'en finira jamais Ça avec coûte tout ça. cher. Merci beaucoup, Elsa. Moi, je propose qu'on imagine aussi, vous savez, une salle de cinoche où les mamans pourraient allaiter. Ah, c'est top. Ça serait bien. Et comme ça nous amène directement au thème d'aujourd'hui. On fait le tour de la question. À la maternité, 2 bébés sur 3 sont allaités. Un mois plus tard, un seul sur 3 continue d'être allaité de façon exclusive. La question est donc, qu'est-ce qui se passe durant ce premier mois qui puisse expliquer cette baisse? Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les mamans qui choisissent d'allaiter? Et auprès de qui trouver du soutien? On voit ça tout de suite. Et on commence avec le vrai-faux, docteur. Toutes les femmes peuvent allaiter. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, oui. Il y a très très peu de raisons pour qu'il n'y ait pas assez de lait. Il y a à peu près 4 à 5% des femmes qui peuvent avoir des difficultés à avoir une insuffisance primaire, c'est-à-dire due à une anomalie du sein. S'il y a une chirurgie, par exemple, ça peut jouer un Avec rôle. des prothèses mammaires, on a des difficultés à allaiter. Parfois, oui, c'est ça. Mais c'est très rare. La plupart des insuffisances de lait sont secondaires, en général, à une mauvaise conduite de l'allaitement et à des mauvais conseils que l'on a donnés aux mamans. Donc dans 95% des cas, toutes les mamans peuvent allaiter. Tout à fait. Si on n'a pas le moral, on n'aura pas de lait. C'est vrai ou c'est faux? Alors ça peut être vrai et faux à la fois, c'est-à-dire que s'il y a une chute du moral ou des inquiétudes en tout cas, s'il y a une angoisse particulière, ça fait baisser la sécrétion de l'hormone qui aide à faire sortir le lait. Donc il y a du lait, mais ouais. il sort mal. Ah, il sort Et mal. s'il sort mal, eh bien finalement, petit à petit, ça va chuter. ça veut dire que l'état psychologique de la maman est très important. Pour Oui, l'allaitement. il faut en effet bien la soutenir pour qu'elle reste confiante en elle. C'est surtout ça qui compte, c'est la confiance en soi. D'accord. Alors quand on est malade, on doit arrêter d'allaiter son bébé. C'est vrai ou c'est faux? Alors surtout pas arrêter, parce que vu la proximité, elle va forcément lui refiler le microbe ou le virus qu'elle a. C'est pas le moment d'arrêter l'apport d'anticorps que peut apporter le lait maternel. Surtout pas. Très bien. Alors l'allaitement, c'est naturel. Vrai ou faux? Alors ça c'est faux. On l'entend souvent, Oui, cette mais phrase. ça c'est faux parce que c'est la lactation qui est naturelle. Ouais. Tout le processus physiologique. Bon. Par contre, l'allaitement c'est un comportement, donc ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est comme pour le repas. Le repas c'est un comportement, ça change d'un pays à l'autre. Par contre, la digestion, ça c'est physiologique, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Bon, bah déjà, une première idée reçue. Tac. Alors justement, docteur, il y a peu de gens qui disent que l'allaitement, c'est parfois compliqué et donc que ça s'apprend. On va en parler et on commence cette grande discussion avec vous, Meryl, et avec Nathalie. Meryl, vous avez donc un Raphaël qui a 5 ans, une Inès qui a 2 ans. Vous êtes actuellement enceinte de 7 mois et demi. Vous avez tenté l'expérience de l'allaitement avec les 2 premiers. Julia nous disait tout à l'heure que c'était catastrophique. C'est-à-dire, comment ça s'est passé?
La première tétée déjà ne s'est pas faite très spontanément en salle de naissance. On m'a un petit peu oublié avec mon bébé. Donc au bout d'une heure, on m'a dit finalement il n'est pas au sein. Non, c'est vrai que j'étais pas au courant. Donc peut-être que ça a compliqué les choses, mais voilà. Déjà, les premières heures ont été un petit peu difficiles. La montée de lait est intervenue très vite dans les deux cas, au bout de 24 heures à peine, avec vraiment un engorgement, je pense, avec une poitrine qui avait quasiment triplé de volume. Donc voilà, pas à savoir quoi en faire. Et puis effectivement, un bébé qui les deux bébés qui ne prenaient pas suffisamment à chaque fois. Donc, comment ça se passait avec les bébés? Il y avait des difficultés aussi? Il y avait des difficultés où effectivement il y avait des pleurs qui étaient un petit peu inexpliquées dans les premières heures, où on sentait vraiment qu'il y avait un besoin de succion et de tétée qu'apparemment je n'arrivais pas à compenser en essayant d'alterner un petit peu les seins ou les positions. Et puis la montée de lait se fait, ça se calme un petit peu, et puis finalement après c'est les seins qui commencent à être totalement hermétique, on a l'impression. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec, je crois, toutes les sages-femmes du service de maternité qui étaient là pour essayer de me soulager parce que je pouvais même pas mettre mon fils ni ma fille au sein tellement ça me faisait mal. Et donc, pour eux, ils ne pouvaient pas prendre non plus. Donc finalement, c'était un cercle vicieux. Moi, finalement, l'engorgement se faisait parce que même le tire-lait ne pouvait plus rien faire. Les enfants ne pouvaient plus rien prendre et eux-mêmes ne s'alimentaient plus, donc ça commençait à être compliqué à gérer. Voilà. Bien sûr. Alors, vous dites que vous vivez votre grossesse de façon très angoissée, justement par rapport à l'allaitement. C'est quoi les questions que vous vous posez là? C'est surtout la maternité dans laquelle j'accouche, on ne vous pose pas la question du choix. Est-ce que vous allez allaiter ou est-ce que vous allez prendre le biberon? Donc finalement, vous savez que d'emblée, sauf à vous manifester, vous allez passer par cette phase de l'allaitement, qui n'est absolument pas un frein pour moi. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir mener à bien. Mais les deux premières expériences ayant vraiment été très difficiles, c'est-à-dire que la phase de maternité où vous vous dites, bon, je vais en profiter pour essayer un petit peu de me reposer parce que j'ai pas les contraintes de la maison. Finalement, ça se passe très très mal parce qu'on ne peut pas se reposer, il n'y a rien qui peut vous soulager. Donc les 3-4 jours que vous passez sont terribles. C'est dans la même maternité que vous allez accoucher? Oui, tout à fait. Donc vous savez à peu près à quelle sauce vous allez être mangé? Grosso modo. Grosso modo, et c'est vrai que j'ai envie de tenter l'expérience, mais en même temps, l'appréhension de la douleur et le fait de ne pas avoir cet échange avec mon enfant, voilà, me fait un petit peu freiner les choses. Comment faire pour que ça marche? Et vous avez à côté deux copines qui vont le devenir, qui vont peut-être pouvoir vous aider, ainsi que le docteur. Aude, vous êtes la maman d'Elisa qui a 4 ans et d'Alix qui a 1 an. Pour votre premier, vous avez arrêté d'allaiter à la sortie de la maternité. Vous reconnaissez dans ce que vient de dire Meryl ce moment d'angoisse? Tout à fait. De se sentir hermétique. Le mot est fort quand même. Tout à fait. En fait, moi, pour ma première, donc pour Elisa, c'est vrai qu'il y a eu énormément de douleurs. Et effectivement, j'avais une césarienne, donc je me sentais pas forcément non plus très mobile. Donc besoin d'aide que j'ai pas eu l'impression en fait d'avoir au niveau donc du service donc de la maternité. Et effectivement, ces douleurs, cet engorgement, de la fièvre, enfin l'impression vraiment de ne plus réussir à rien faire, à rien gérer. Et c'est vrai que moi, je me suis dit au bout d'une semaine. C'est trop douloureux, c'est vraiment une souffrance alors que ça devrait être justement un moment de partage. J'arrête et je me concentre vraiment sur mon bébé. Et de vivre cet événement heureux qu'est la naissance. Pourtant, en même temps, pendant la grossesse, vous aviez ressenti comme une sorte d'évidence à allaiter, c'est ce que vous nous avez dit. Comment vous envisagiez l'allaitement? En fait, je me suis vraiment même pas posé la question. C'était oui, je vais l'allaiter. C'est naturel, la question. Voilà, effectivement, c'était naturel. J'avais vu mes amis, ma sœur. Enfin, vraiment, c'était une évidence. Il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Pas pris de renseignements en particulier? Non, pas du tout. Non, fallait se faire comme ça. Voilà, c'était le geste naturel avec tout ce qui s'ensuit. Bon, alors docteur, justement, pourquoi il y a tant de mamans, comme on l'entend là, comme Aude, qui sont super motivées par l'allaitement, qui commencent à allaiter, qui rentrent chez elles et au bout d'un mois, même avant, enfin pendant le premier mois, catastrophe, elles lâchent l'affaire, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà le quiproquo qui vient d'être exprimé, donc on s'attend à ce que ça aille tout seul. Mais dans l'allaitement, et puis alors les mamans aussi sont toujours extraordinaires pour pouvoir se mettre toutes les responsabilités sur le dos. Donc à chaque fois que ça cloche, c'est forcément de leur faute. Bien sûr. Alors que finalement, dans l'allaitement, il y a 3 acteurs.
Il y a la maman, bien évidemment, qui va fournir le lait. Et généralement, si les seins ont un peu grossi pendant la grossesse, c'est que les glandes mammaires se sont préparées à fabriquer du lait. Puis même si ça n'a pas beaucoup grossi, en stimulant, ça va finir par monter. Donc le problème, il est rarement du côté de la maman. Hein, on a bien dit, 5% des cas où ça peut être un peu difficile. Après, il y a le bébé. Alors, il y a des bébés qui s'y prennent bien dès le départ, puis il y en a qui cafouillent. Et plus l'accouchement est médicalisé, plus c'est difficile pour le bébé. Oui, pourquoi? Parce qu'il est crevé? Ils sont tous crevés. D'une part parce que s'il y a eu de la médicalisation, ça peut être aussi parce qu'il y en avait besoin et puis qu'il était peut-être pas si bien que ça. Et puis tout ce qui est produit pour les césariennes, pour les péridurales et tout, ça peut parfois perturber un petit peu les réflexes de succion du bébé pendant les tout premiers jours. Après ça vient, mais il peut y avoir un peu de difficulté pour ça. Et puis le troisième élément, le troisième acteur... C'est papa? Non, c'est pas le papa? Non, c'est l'équipe qui s'occupe. Ah, c'est pas, excusez-moi Mathieu, vous pouvez vous rendormir. Je ne dors pas, je joue avec Bilal. Le papa, bien sûr, on pourrait dire qu'il a un rôle important, mais on le considère d'emblée comme acquis. D'accord. Non, mais le troisième acteur, et le plus difficile, c'est l'équipe qui s'occupe de la maman et du bébé. Parce qu'il n'y a pas de formation chez les professionnels. Il y a à peu près 1 heure de cours pour les médecins. Sur 7 ans d'études. Ah oui, c'est peu. Quant aux sages-femmes et aux puéricultrices, elles ont que quelques heures, très inférieures à ce que conseille l'OMS pour pouvoir être à l'aise avec une maman qui a quelques difficultés. C'est incroyable. Donc on reconnaît ça tout de suite parce que dans l'équipe, les avis sont très contradictoires d'une équipe à l'autre. Entre le matin, l'après-midi et la nuit, il y a tout et son contraire. Alors que quand une équipe est formée, elle est soudée avec les mêmes valeurs. Le discours est un peu semblable, ou du moins dans le même état d'esprit. Bien sûr. Et vu le nombre de personnes que l'on voit à la porte de la chambre, c'est ça. Si jamais il n'y a pas le même discours... Il faut tomber sur la bonne sage-femme qui s'y connaît. Oui, mais elle est là qu'à certains moments, et à 3 heures du matin, vous pouvez avoir une auxiliaire qui vous bousille le moral de la maman, parce que... C'est vite, ça peut être vite fait. Ça peut être très vite fait. Aude, lors de votre deuxième grossesse, vous avez réalisé que vous aviez vécu ce problème d'allaitement comme un échec. Vous avez décidé de ne pas en rester là. Qu'est-ce que vous avez fait, justement? Vous avez remonté, vous avez enquêté? Alors en fait, pour le coup, c'est vrai que comme ma première a eu pas mal de petits soucis de santé, enfin des otites à répétition, je me suis dit, bon, avec tout ce que je lis sur l'allaitement, on donne le meilleur. Je me suis dit, là, pour la deuxième, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'en rester là parce qu'effectivement, j'ai pas envie qu'elle ait les mêmes soucis. Donc du coup, effectivement, je me suis plus documentée. Donc j'ai été sur des forums, sur Internet. J'ai participé à certains ateliers que donnait l'hôpital en fait sur l'allaitement. Et donc du coup, et puis j'ai échangé. C'est vrai qu'en fait mes amis, l'allaitement c'était une évidence, ça se passait bien, mais il y avait eu aussi ce côté douleur et des petits moments qui s'étaient moins bien passés, mais on n'en avait pas parlé parce qu'on parle toujours du côté positif. Donc du coup c'est vrai que là voilà, je me suis dit bon ben voilà, c'est pas moi, il peut y avoir un moment, il y a effectivement ce cap à passer de la mise en route. Mais après, il n'y a pas de raison que ça perdure pas. Vous étiez dans une forme de norme. Exactement. Docteur, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se préparer pendant la grossesse à allaiter son bébé? Il y a des trucs à savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ce qui a été dit, c'est-à-dire s'informer. Il faut se préparer parce que c'est pas quelque chose de naturel. De naturel. Et puis dans une société qui sait plus ce que c'est qu'un bébé, on a bien vu récemment les rythmes des bébés, c'était pas très connu. Et puis pour ce qui est de l'allaitement, depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles, on n'est pas dans la démarche allaitement dans notre culture. Et pour peu que notre maman n'ait pas allaité elle-même, ne nous est pas allaité. La génération des grands-mères, c'est une génération sacrifiée parce que à leur époque, on leur a dit que on leur a donné tous les conseils qu'il fallait pour que ça marche pas. Donc en général, beaucoup de grands-mères ont raté leurs allaitements. Bien sûr. D'ailleurs, elles sont parfois émues de voir leur fille réussir et ça les met dans une émotion qui est parfois pas toujours facile à gérer. Bien sûr. Alors justement, ces conseils auprès des copines, auprès de la PMI, surtout aller auprès des associations. Il faut se renseigner. Il y a toujours des associations de soutien. Ça, vous nous en parlerez. Il y a des associations nationales, mais il y a aussi des associations régionales. Donc il faut s'informer. On peut aller sur le site de la Coordination française de l'allaitement, sur la COFAM par exemple. Et là, on va trouver dans son département toutes les associations. On peut se renseigner, aller à des réunions de mères. Les associations comme les League ou Solidarité font des réunions de mères comme ça. Et donc on peut voir des femmes qui ont déjà accouché, d'autres qui sont enceintes comme la maman.
Et puis dès qu'on a des conseils, surtout. Docteur, on va en voir une de ces réunions-là. On l'a compris, l'allaitement, c'est pas si facile que ça. Alors justement, autant mettre toutes les chances de son côté pour passer le cap fatidique de ce premier mois. Et c'est ce que justement on va voir dans quelques instants. Et Nawel, je vous présente parce que vous êtes la maman de Bilal, l'homme qui a la cote avec Mathieu. C'est deux super copains. C'est Mathieu qui a la cote avec Bilal, on ne sait plus. C'est fusionnel. Qui a 8 mois. Et oui, Bilal, on va parler de toi et on va parler avec ta maman. Vous avez accouché, vous, après terme, par césarienne en urgence. Il faut le préciser parce qu'on parlait de médicalisation justement à l'instant. Vous dites que les premières difficultés sont apparues dès la tétée d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, en fait, il n'y a même pas eu de tétée d'accueil directement parce que j'étais en salle de réveil suite à la césarienne. Le bébé m'a été présenté en fait que 2 heures après. Et à ce moment-là, en fait, on m'a mis le bébé dans les bras. Et là, l'auxiliaire qui était présente a essayé de lui mettre mon sein dans la bouche. Et là, le petit savait absolument pas quoi en faire. Ouais, il n'était pas du tout prêt à ça. Pas du tout prêt, en fait. Ouais. Comment s'est passée votre montée de lait? Alors la montée de lait ne s'est faite que 5 jours plus tard en fait, après la naissance. Elle a été très difficile à se mettre en place puisque en fait j'ai dû, comme ça venait pas tout seul, j'ai dû tirer mon lait en fait toutes les 3 heures, jour et nuit. Et pendant ce temps-là, le bébé commençait à prendre déjà? Alors pendant ce temps-là, du coup, on lui donnait du lait artificiel. Ah bon? J'étais pas très contente, mais on me disait, mais oui, mais madame, votre bébé, il va perdre du poids, il faut le nourrir, quoi. Et malgré tout, vous avez continué? Oui, j'ai persévéré. Bon, vous étiez motivée. Docteur, qu'est-ce qui se passe justement pour la maman et le bébé au moment de cette fameuse tétée d'accueil? Et dans quelles conditions doit-elle se faire, cette tétée? Alors c'est un peu normal que c'est pas bien marché parce que le bébé il est très tonique, il est très éveillé pendant les 1h30 à 2 heures après la naissance. Ah oui? À 2 heures il est endormi, ça y est, c'est... Donc et en plus insister pour... on fait pas un emboîtage de la tête du bébé sur le sein, ou l'inverse. C'est le bébé qui vient prendre le sein. Pour ça il faut lui donner le temps. Donc quand on le pose contre pose sur la maman, au bout d'un certain temps il va être attiré par l'odeur que sécrète l'aréole du sein. C'est une odeur qui ressemble à celle du liquide amniotique. Et donc petit à petit, il va ramper vers le sein. On a vu de très belles images. Et puis prendre le sein. Donc à un moment où il est prêt. Alors il y en a qui font ça dans les 20 minutes qui suivent la naissance. Et il y en a d'autres qui à 2 heures l'ont toujours pas fait. Et il faut pas insister. Mais celui qui l'a pas fait en salle de naissance, il y a intérêt à le surveiller après en chambre pour le stimuler et puis l'aider parce que quand il y a un démarrage, une tétée précoce, c'est vrai que ça stimule beaucoup. C'est mieux, bah oui. Et qu'est-ce qui va déclencher la montée de lait, docteur? Alors ça, c'est le bébé qui fait ça. C'est la stimulation de l'aréole qui va faire stimuler la montée de lait. C'est le bébé, donc. C'est le bébé. Donc il faut qu'il s'y mette. Et il faut qu'il soit si le bébé est hospitalisé, ça peut être l'expression manuelle. Ça, c'est très important de pouvoir le faire pour éviter les engorgements. Et puis ou alors le tire-lait si le bébé est en néonatologie. D'accord, ça marche aussi. Là, il faut bien le tire-lait. Nawel, justement, Bilal, il avait un petit peu de mal à téter au départ. Comment vous avez fait pour l'aider et que vous ont conseillé les professionnels qui étaient autour de vous à la maternité? Alors, on me conseillait de le mettre le plus souvent possible au sein. Et aussi, en fait, on a utilisé des petites astuces, en fait, pour duper bébé, en fait, pour lui faire comprendre qu'il y avait du lait à cet endroit-là. Donc, on m'avait installé une tétrelle en plastique, sous laquelle on faisait passer un petit tuyau relié à une seringue de lait, qui était mon lait que j'avais tiré, en fait. Donc, pour lui faire comprendre que... Ah d'accord, qu'il allait trouver la source par là. Que le lait, c'était par ici qu'il sortait. Et que, c'est drôle, technique là. C'était efficace? On a essayé ça pendant 3 jours. Peut-être qu'il a compris que ça se passait là, parce que il a bien fini par téter. Donc. Voilà, il a fini par y aller. Excusez-moi, Mathieu est tout triste. Il y a son copain qui est parti. On va revenir, Mathieu. Je m'amuse avec Bilal. Meryl, vous dites que vous avez été bien accompagnée à la maternité. Qu'est-ce que vous ont conseillé les professionnels pour faciliter les choses? Bien accompagnée, je rejoins en fait un petit peu ce que disait le docteur Pillot tout à l'heure, c'est qu'effectivement, j'avais des discours en fonction des équipes qui étaient un petit peu contradictoires entre l'allaitement à la demande et puis respecter
un certain temps, voilà, des horaires, des positions, le ballon de rugby, enfin voilà, la Madone, enfin il y a une... Voilà, à chaque fois, c'était un petit peu dommage, c'est que pendant 2 jours, vous aviez un discours qui était à peu près cadré, puis l'équipe changeait après un week-end ou autre chose, et puis on redonnait d'autres pistes. Ah ouais. Donc c'est vrai que c'était à chaque fois un tâtonnement et qui finalement n'aboutissait pas parce qu'au final... Vous avez perdu. On est perdu, on sait plus trop quoi faire, et puis on sent que son bébé est en demande et qu'on n'arrive pas à y répondre. Donc c'est assez frustrant. Pour le coup. Et après, il y a le retour à la maison. Oui. Là, vous êtes senti particulièrement démunie. Est-ce que vous avez osé demander conseil, comme le conseil si souvent marque? Non, je pense que c'est là aussi qu'a été mon erreur. C'est vrai que j'avais pas tellement de belles mamans ou de belles sœurs qui étaient à côté de moi. Déjà parce que c'est vrai que c'est toujours plus facile de demander à la famille. Et après, au-delà, étant très angoissée, j'avais peur aussi de regarder sur certains forums, de pas trouver les bonnes informations parce que c'est toujours un petit peu la pléthore d'informations qui risque de vous submerger. Je me suis dit, bon, alors déjà que je m'en sors pas avec mon bébé, si en plus il faut que j'arrive à gratter, voilà, je vais jamais m'en sortir. Donc et même appeler la maternité, vous n'osiez pas? Non, j'ai eu effectivement la visite de la sage-femme de la PMI qui est venue pour mon aîné au bout de 3 semaines. Mais pour elle, il n'y avait rien de particulier, la croissance du bébé se faisant normalement. Il est vrai que voilà, il n'y avait plus d'engorgement, il n'y avait plus ces crevasses. La douleur était toujours là, mais malgré tout, on m'a conseillé de persévérer. Donc c'est vrai que... Et c'est tout, quoi. Ouais, vous n'avez pas trouvé beaucoup de réponses. Non. Docteur, pourquoi ça peut être si compliqué justement dans les premiers mois? Est-ce que ça arrive qu'un bébé ne sache pas téter? Ah oui, il peut parfois complètement cafouiller. Alors, ou bien il peut y avoir un frein sous la langue qui est beaucoup trop serré, qui empêche le bébé de tirer la langue pour aller prendre le mamelon et le ramener dans la bouche. Il peut avoir du mal à bien ouvrir la bouche. Il peut être un peu mal à l'aise. Et puis alors quand il a été un peu forcé au départ, comme c'est Aude, je crois. Non, c'est Nawel. Là, ça fait une mauvaise expérience. Bien sûr. Donc il veut pas y quand on retourner. le remet après au sein, il dit ah non, cet endroit-là c'était trop pénible la première fois, j'y retourne pas. Alors que si on l'a laissé faire et puis qu'il a tété, le colostrum ayant le même goût que le liquide amniotique, là il a une expérience hyper positive. Il dit cet endroit-là c'est super, c'est cool, j'y retourne. Donc, mais il faut le faire aussi quand il est en situation d'éveil. Donc à un moment où il commence à sucer sa langue, si on attend qu'il pleure, il est énervé, et alors là, il pète les plombs. Il faut choisir le bon moment. Puis là, il était crevé. Puis s'il y a des engorgements, alors là, ça complique un peu les choses. Bien sûr. Alors, surtout un engorgement très précoce comme ça, c'est pas un trop plein de lait, c'est pas la montée de lait. La montée de lait, c'est plus tard. Mais quand il y a un engorgement dans les 24-48 premières heures, en général, c'est un édème. C'est un édème vasculaire au niveau du sein, parce que le réseau vasculaire s'est extraordinairement multiplié pendant la grossesse, parce qu'il faut à peu près 500 litres de sang pour faire 1 litre de lait. Ah, c'est dingue. Donc il faut qu'il y ait du débit quand même. Bien sûr. Donc il y a un réseau vasculaire énorme et de temps à autre, surtout s'il y a une césarienne ou quelque chose de trop technique, trop médicalisé, ça peut entraîner des édèmes qui sont très difficiles à gérer. Et là, il faut qu'est-ce qu'on fait en cas d'œdème alors justement? Là, on va donner un anti-inflammatoire et puis mettre du froid, par exemple. Vous l'avez pas eu ça? J'ai eu, mais ça faisait rien en fait. Je crois que j'ai eu toutes les techniques possibles et imaginables. Le verre d'eau chaude renversé. Ça c'est bien quand il y a un trop plein de lait. Les masques à l'argile. Mais il faut du froid. Le froid, ça soulageait vraiment temporairement. C'est un inconvénient. Ça débloquait pas les choses malheureusement. Vous n'avez pas eu de chance avec vos œdèmes. Il faut réagir dès le tout début. Si l'édème revient après la naissance, il ne faut pas attendre que ça fasse mal. Dès que vous sentez que ça gonfle le premier jour, il faut tout de suite prendre des anti-inflammatoires et comme ça freinera un peu les choses. Vous dites aussi, docteur, que le premier mois sert de calibrage, c'est-à-dire? Oui, parce que le sein va se programmer dans le courant du premier mois pour s'adapter au tempérament du bébé. Comme les adultes, il y en a qui grossissent en mangeant pas beaucoup et d'autres qui peuvent manger comme des goinfres et qui prennent pas beaucoup de poids. Donc si on tombe sur un bébé morphale, il va falloir lui donner beaucoup plus de lait que si on tombe sur un bébé moineau. D'accord. Le moineau, un seul sein, ça va lui suffire. Le morphale, il lui faudra plus souvent les 2 seins. Les 2. C'est ça, c'est drôle. C'est ça cette histoire de calibrage. Et c'est pendant le premier mois que d'un jour à l'autre, la quantité augmente. Et au-delà d'un mois, la quantité sur les 24 heures ne change plus. D'accord. Entre un enfant de 1 mois et demi et un enfant de 6 mois, ils prennent à peu près la même dose sur les 24 heures. C'est-à-dire que les seins ont compris l'enfant et l'enfant a compris les seins. Voilà, et les seins se sont adaptés au tempérament. Et donc s'il y a des jumeaux, il va y avoir 2 fois plus de stimulation.
Et la maman peut fabriquer jusqu'à 2 litres de lait pour nourrir deux jumeaux. Enfin, alors concrètement, là on rentre dans le vif du sujet. Comment ça se passe un allaitement, docteur? On allait toutes les heures? Est-ce qu'on alterne les deux seins? On fait combien de tétés, de jours, notamment au début? Enfin, comment ça se passe, quoi? Alors la première chose, c'est qu'on oublie les chiffres. Quoi? Oui, il n'y a pas le nombre de tétés. La balance, le carnet. S'il n'y en a que 4 par jour, ça c'est vraiment pas assez. Mais enfin, il ne faut pas compter les tétés, il ne faut pas compter le temps. D'accord. Ce qu'il faut, c'est d'une part une bonne position, et puis il faut voir ce que fait le bébé avec le menton. Parce que c'est quand il bouge bien le menton qu'il avale bien du lait. Donc il y a des fois on peut être 1 heure au sein puis ne rien prendre. Donc il y a des critères comme ça, bien regarder, qu'on pourra détailler peut-être, mais toujours est-il que c'est ça essentiellement. Et il faut le nourrir au début, dans le premier mois surtout, dès les premiers signes d'éveil. Donc quand il se réveille et qu'il commence à exprimer la faim, il va sucer sa langue, il va ouvrir la bouche comme s'il y avait un sein tout près, et puis il va peut-être passer son poing, et si ça vient pas, il s'énerve et il pleure. Donc c'est avant qu'il pleure. Donc il faut réagir dès les premiers signes d'éveil, même si ça fait qu'1 heure qu'il a pris, ça fait rien. Si c'est pas de la faim, il prendra pas. D'accord. Et alors un sein après l'autre, comment on fait? Alors après, quand il commence à cafouiller avec le menton, normalement il doit faire des mouvements bien amples. S'il fait un tout petit mouvement comme ça, très rapide, il prend rien. S'il fait 1 ou 2 fois qu'il s'arrête, il prend rien. Donc dès qu'il commence à cafouiller, c'est pas la peine de continuer à ce sein-là. Le bébé et la maman vont se fatiguer pour des clopinettes, donc on arrête et on passe à l'autre. À l'autre sein, d'accord. Et puis souvent ça suffit. Puis si ça suffit pas qu'il recafouille, on peut revenir au premier. D'accord. Parce que la maman fabrique du lait tout le temps. Donc quand elle donne le deuxième sein, elle continue de fabriquer du lait dans le premier. Donc du coup, quand on le remet, ça redémarre. Ah mais j'aime bien avoir des bonnes indications. Ça, c'est un bon système pour faire monter comme il faut. Oui. Alors les premiers jours, ça peut être un peu difficile parce qu'il faut... mais après, une fois que c'est lancé, ça y est. C'est parti. C'est du plein temps, Mais il faut une bonne position, parce que s'il n'est pas bien positionné, ça fait mal. Bah oui, ça fait Et mal à la normalement, maman. ça ne doit pas faire mal. Ouais, ça c'est important de le dire. Oui, parce que les terminaisons nerveuses de la douleur, elles sont au niveau du mamelon. Ouais. Donc si la maman a mal, c'est que le bébé triture le mamelon. Alors c'est pas le mamelon qui doit prendre, c'est le sein. Il faut qu'il aille beaucoup plus loin. C'est qu'il y a une mauvaise position. Aude, alors il y a eu des moments difficiles, les crevasses pour les 2 allaitements. Quels conseils vous a-t-on donné pour les dépasser? Alors justement, tout était question de position. Pour pas justement en générer, ne pas avoir mal. On m'a aussi conseillé de mettre donc de la pommade qui était censée donc les faire cicatriser plus vite. Et puis aussi au bout d'un moment, quand je voyais que ça ne suffisait pas, j'ai utilisé des bouts de sein. Je me suis dit tant pis. Voilà. Alors vous avez passé le cap du retour à la maison. Qu'est-ce qui vous a permis de faire perdurer votre allaitement dans le temps? Alors arrivé à la maison, c'est vrai que c'était beaucoup moins pire que la première fois, ça allait déjà quand même mieux. Mais comme j'avais vraiment envie d'aller au bout, de pas justement au bout de quelques temps encore me décourager, j'ai fait appel en fait à une conseillère en lactation pour effectivement être sûre que ce que je faisais c'était les bons gestes et que ça puisse justement continuer comme ça le plus longtemps possible. Ça veut dire qu'elle est venue chez vous? Oui. Elle vous a regardé faire. Voilà, qu'est-ce qui était le plus important? La technique, le soutien moral, le fait qu'elle vienne? Qu'est-ce qui était si fondamental pour faire durer l'allaitement? C'est un peu de tout parce que c'est vrai que je pense que le mental joue beaucoup en fait. Parce que quand on sort d'un accouchement où on est déjà fatigué, enfin moi j'en avais déjà une à gérer, donc on est fatigué, on n'en peut plus. C'est vrai que d'être boosté et remotivé, ça aide énormément. Et puis d'être conforté que ce qu'on fait, c'est bien. Tu t'en sors bien, voilà, c'est ça? bien, il faut continuer comme ça. Il y a peut-être ça aussi à essayer. Donc des conseils pour que, en plus c'est ce qu'elle me disait. Tout ce que vous faites, c'est bien. Il y a peut-être ça ou ça à réajuster, mais tout va bien. Le bébé va bien. Voilà, c'est rassurant. Mais elle vient combien de fois? Elle est venue une fois simplement? Elle est venue une fois et après on pouvait en fait échanger par mail ou par téléphone si j'avais d'autres questions. Puis elle m'a même proposé de revenir si vraiment je me sentais complètement perdue. C'est génial cet accompagnement-là. Du soutien, quoi. Oui, du soutien. Docteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les crevasses et les engorgements? Alors l'importance de faire appel à une consultante en lactation, ça c'est hyper fondamental. Passer par les associations pour connaître. Et puis, pour éviter les engorgements et puis les crevasses, c'est la position. Alors, on peut peut-être donner vous avez un bébé avec un exemple. J'en ai même apporté 2. Vous êtes 2? Parce que puisqu'il y a une femme enceinte, je me suis dit que
On allait faire des travaux pratiques. Je passe devant vous. Bah, je vous en prie. Ah, vous avez carrément montré à Meryl, direct. Et un bébé avec beaucoup de cheveux. Vu les là. misères qu'elle a eues pendant les 2 premiers enfants, au moins... Alors, vous prenez celui-là. Ouais. Alors le problème, c'est que souvent, celui-là, il est déjà un peu costaud. Hein. Ouais. Il a 2 ans. Hein. Très souvent, les mamans, ou ce qu'on leur fait faire, c'est de mettre la tête dans le pli du coude. Ouais. Ça coince la tête du bébé. Ouais. Là, ici, du coup, il est trop loin. D'accord. Donc elles font comme ça. Et là, tous les coups, il est trop haut. Et si le bébé a la bouche à la hauteur du mamelon, en tirant la langue, ça va frotter sur le mamelon. D'accord. Or, la langue, c'est râpeux. Donc, un coup de râpe, 200 fois par tété, plusieurs fois par jour. Vous avez un mamelon en compote très vite fait. Hein. Surtout quand il se met à réclamer beaucoup au bout de 36-48 heures. Là, hein, Donc, chez les bébés, quand ils viennent de naître, ils ne savent pas forcément bien ventouser le sein. D'accord. Ils n'ont pas bien attaché le sein. Donc, il peut lâcher, puis avec le poids du sein, ça s'échappe de sa bouche, il va mordre. Enfin, vous voyez. Donc, le mieux en maternité, dans les premiers jours, c'est de prendre avec le bras opposé au sein que l'on donne. D'accord. Donc là, vous allez faire un peu comme moi, vous voyez, de vous donner le sein gauche, donc vous allez prendre avec le bras droit. Donc on met les fesses au niveau du pli du coude. Ouais. On a l'avant-bras qui tient s'appuie sur le dos. D'accord. Ça sécurise le bébé d'avoir le dos maintenu. Hein. Il avait la paroi de l'utérus contre le dos pendant toute la grossesse. C'est du rappel des souvenirs. Et puis on met la main surtout pas au niveau de la nuque parce que ça, il déteste. C'est très désagréable. On met la main un peu avec le pouce et l'index comme un C au niveau de la nuque. Et comme ça, vous avez la base du crâne qui est soutenue par la main. Et puis avec l'autre main qui est libre, là on va pouvoir glisser sous le pli du sein, comme ça, mais carrément avec le pouce au-dessus, vous voyez, et puis là. Et du coup, on va pouvoir avoir le sein un peu en sandwich entre la main d'un côté et la tête du bébé de l'autre. Et là surtout, on va l'amener par en dessous. Ouais. Parce que quand vous buvez un bol de petit déjeuner, vous êtes comme ça, la tête en arrière. Donc on va pouvoir titiller avec le mamelon sur la lèvre supérieure, et ça entraîne un réflexe d'ouverture de la bouche. Et là, il y va. Et là, le bébé va ouvrir, se mettre la tête un peu en arrière, et là, quand la bouche est grande ouverte, on le plaque. Vous voyez que ça s'apprend. Vous avez été une femme dans une... Oui, vous avez été une femme, Marc Pillot. Comme un passager sur un airbag, il faut aller assez vite parce que si on fait trop lentement, il peut avoir le temps de refermer un peu la bouche. Et de changer d'idée. Et il va prendre le bout du mamelon. Et là, ça recommence. Donc c'est quand il ouvre la bouche en très grand, comme s'il bâillait. Là, mais on est bien positionné, vous voyez. Et il faut qu'il soit un peu en dessous. Et pas donc il va prendre le sein de façon asymétrique, beaucoup plus avec la lèvre inférieure et juste un petit peu avec la lèvre supérieure. Alors ne bougez pas, on va regarder ça encore plus en détail, Marc Pillot, puisqu'on va continuer à parler des positions. Il existe donc des réunions avec des conseillères de lactation pour aider les jeunes mamans allaitantes. Irma Cardran a suivi une de ces réunions animée par une sage-femme libérale. Regardez. Pour ces 3 mamans fraîchement sorties de la maternité, l'allaitement à la maison, ce n'est pas une évidence. Car le secret, c'est de trouver la bonne position. À la maternité, quand je donnais le sein, ça allait. Mais arrivé à la maison, la position, ça n'allait pas. Voilà. Alors, ce qui est important dans la bonne position de l'allaitement, c'est que vraiment votre bébé soit complètement collé contre vous. Pourquoi ? Pour pas que le bébé ait à tourner la tête. S'il tourne la tête, il ne va pas pouvoir avaler. Il faut que l'oreille soit dans le prolongement de l'épaule et de la hanche. Votre bébé doit être pratiquement à l'horizontale, comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut s'aider avec un coussin, soit avec un coussin d'allaitement. Si vous n'avez pas de coussin, vous prenez un oreiller que vous pliez en 2 et vous vous soutenez. Votre bébé, vous n'avez pas à le porter. Vous devez juste avoir à le soutenir, votre bébé, pour être le plus détendu possible. On va essayer la position qu'on appelle en ballon de rugby. Donc toujours le même principe, voilà, toujours le même principe, il faut que le bébé soit bien collé contre votre flanc, la tête est toujours légèrement en arrière, et automatiquement, en fait, le bébé a bien la tête positionnée face au sein. Et dès que le lait arrive dans la bouche, qu'est-ce que vous sentez là ? Je sens qu'il y a quelque chose qui descend. Qui descend. Il y a une descente de liquide. Ça, c'est ce qu'on appelle la position Madone. Et puis, il y a ce qu'on appelle la position Madone inversée. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas prendre comme ça, vous allez mettre le long comme ça et 2 doigts sous la nuque. Et des fois, c'est plus facile de commencer l'allaitement comme ça pour que la tête du bébé soit légèrement en arrière. Il faut que le bébé sorte la langue et il a un retour ondulant sur le sein. En fait, il va stimuler le sein pour provoquer la fabrication du lait.
Voilà. Et c'est ce qu'on appelle une succion efficace. Et là, on l'entend bien, ce bébé. On l'entend déglutir. Et tant qu'il fait ça, vous le laissez au sein. Vous n'avez pas à minuter quoi que ce soit. C'est aussi le bébé qui choisit sa position, hein. Il y a des bébés qui vont être plus à l'aise dans une position que d'autres. Donc c'est à vous aussi de vous adapter. Quel était votre souci au niveau de l'allaitement? Donc au tout début, c'est vrai que j'ai confondu le moment de manger avec le moment du besoin de succion. Donc je l'ai laissé faire des tétés de 2 heures. Je changeais une demi-heure, ça s'enchaînait, j'étais épuisée. Et ça a fait que ça m'a brûlé les seins tout au bout. Donc on m'a conseillé de mettre des bouts de sein. On peut aussi, quand on a des problèmes de crevasse, badigeonner en fait le lait de fin de tété sur la crevasse. Le lait de fin de tété a vraiment un pouvoir cicatrisant, hein, pour la crevasse. Armées de ces conseils avisés, les jeunes mamans peuvent rentrer chez elles pour suivre sereinement l'allaitement de leur bébé. Marc, dans les maternités amies des bébés, je crois que vous essayez de proposer une visite dans les 10 jours après la sortie, c'est ça? C'est ça, oui. Parce que maintenant, avec les sorties qui se font de plus en plus tôt, c'est pas toujours très facile. Et donc, on s'arrange en tout cas pour créer un réseau, parce qu'il faut aussi des gens qui soient bien compétents en allaitement. Donc, quand il y a pas mal de consultantes en lactation autour de la maternité ou au sein de la maternité, mais on s'arrange pour revoir la maman 2-3 jours après, ou bien une petite semaine après. Vous la faites revenir justement pour voir si tout se passe bien? Oui, ou alors c'est parfois une sage-femme consultante en lactation qui va chez la maman pour faire le point, et parce que parfois il peut y avoir des pertes de confiance, et ça rebooste. C'est pas le moment de la lâcher justement 10 jours après l'accouchement. Surtout pas, parce que c'est là qu'elle en a plus besoin. Au moment où elle sort, c'est parfois là où les choses commencent, et donc il peut y avoir du cafouillage, d'autant plus qu'on n'est pas une société qui soutient véritablement. Évidemment. Les avis sont très contradictoires autour de la maman, dans sa famille, dans son entourage. D'où l'intérêt d'avoir une professionnelle de la lactation dans les parages. Alors on l'a vu, le cap du premier mois passé, une fois le bon rythme trouvé, l'allaitement devient un vrai moment de partage avec son bébé. C'est ce que nous allons voir à présent, Nathalie. En continuant parfois de batailler avec l'entourage. Nawel, je crois que c'est un petit peu ce que vous avez vécu, parce que vous avez eu donc un démarrage difficile, mais après Bilal est devenu un glouton, comme on vous a dit, morphale, qui réclamait souvent, en tout cas, morphalou, des proches vous ont demandé s'il mangeait suffisamment, s'il ne fallait pas passer à l'allaitement mixte carrément. Comment vous avez réagi à ça, à ces conseils-là? Ça vous a désarçonné, ou au contraire vous avez... Sur le moment, au moment où on nous dit mais t'es sûr qu'il a pas faim ton bébé, il a mangé il y a 2 heures, il demande encore. Là je me dis mais zut, c'est vrai, est-ce que je fais les choses comme il faut, est-ce qu'il va bien mon petit? Et puis malgré tout quand même je me dis il n'est pas fou ce bébé, enfin s'il demande c'est qu'il connaît ses besoins, moi je sens que j'ai le lait qui monte, donc j'ai le lait qui est là, lui il demande, donc tout va bien. Tant pis s'il faut que je me réveille toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures pour lui donner, c'est pas grave. Et vous avez décidé de vous faire confiance. Voilà, c'est ça. J'ai décidé de m'écouter, d'écouter mon bébé et de faire confiance. Bien, non? Ça a bien marché pour moi. Écoutez les autres. Docteur, est-ce qu'il y a des caps à passer qu'il faut connaître pour ne pas paniquer? La dernière fois que vous êtes venu, vous nous avez parlé des pics de croissance. Je crois qu'ils sont des moments critiques pour les mamans. Oui, souvent vers 3 semaines, il peut y avoir un bébé qui se met à réclamer beaucoup plus souvent. Et puis surtout, il y a les crises de développement qui ont lieu toutes les 4 semaines. C'est ça. 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, 15, 16 semaines, où le bébé découvre des choses nouvelles. Une meilleure tenue de la tête, certains gestes qu'il arrive à faire, des mimiques, et ça le met un peu dans un état d'excitation. Donc ça, on se retrouve avec un bébé qui a besoin de contacts fréquents pour être sécurisé, rassuré, parce que ça l'enthousiasme, mais ça lui fait peut-être un peu peur aussi de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce qu'il découvre. Et donc c'est là où il y a beaucoup de tétés câlins. Donc, mais quand on regarde un peu comment on fait, nous aussi on grignote de temps à autre, et puis il y a des bébés, il faut leur faire confiance comme vous avez fait, c'est-à-dire que certains bébés peuvent avoir un peu de mal à digérer, et dans ce cas-là, ils choisissent de prendre des petites quantités, mais plus souvent.
Et c'est comme ça que ça marche. Si on leur impose un autre rythme ou d'autres quantités, ce que l'on fait parfois avec les biberons, on se ramasse avec plein d'ennuis. J'aime bien les histoires du grignotage. Hein, nous, quand on n'a pas le moral ou qu'on est un peu angoissé, on grignote un peu de chocolat. Lui, c'est pareil, tété câlin. Faire le parallèle avec nous, adultes, c'est vrai, c'est juste. Donc, pourquoi pas eux, encore pourquoi plus. Pas eux, avec leur angoisse à eux aussi. Aude, après les difficultés, à partir de quand ça a été serein, cet allaitement? Et qu'est-ce que vous pourriez en dire dans la notion de plaisir? Il était où le plaisir? Alors, c'était déjà une fierté pour moi, justement, de réussir à passer ce cap et qu'après, donc, tout se passe bien. Je sentais qu'il y avait un vrai échange. Enfin, c'est vrai que c'était quelque chose qui devait être naturel. Et justement, là, je le sentais, ce geste naturel. Voilà, la petite a faim, je lui donne à manger. Il y avait vraiment un échange. Enfin, je sais pas, quand je la voyais me regarder, il y avait quelque chose qui se passait. Qui me donnait des petits frissons. Ça vous les donne encore, voilà. l'impression. Oui, tout à fait. Bah oui, parce que je repense forcément à tout ça. Et c'est vrai, voilà, j'étais vraiment très contente d'avoir réussi à passer ces différentes étapes et de pouvoir aller le plus loin possible. Donc c'est vrai que moi, j'ai dû arrêter avec la reprise du travail, donc à 5 mois. Mais j'étais contente, voilà, d'aller déjà jusque-là. Vous étiez partie, vous auriez pu partir. J'aurais pu continuer, tout à fait. Plusieurs mois. Si j'avais pu, j'aurais continué, tout à fait. Nawel, les tétés aujourd'hui, comment vous les caractérisez? Comment vous caractérisez ce plaisir? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bilal a 8 mois. Pour aider les femmes à tenir. Ouais, donc c'est 8 mois de petit bonheur au quotidien, de regards pétillants entre lui et moi à chaque tété. C'est aussi le fait de se sentir indispensable pour son bébé aussi. Malgré tout, c'est un peu une continuité de la grossesse. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et puis oui, c'est du bonheur de voir le bébé repu à la fin de la tétée, soit qu'il s'endort, soit il s'arrête en faisant des grands sourires. Enfin, c'est des moments magiques. Nawel, vous êtes une publicité pour l'allaitement. Tiens, j'ai envie d'allaiter quelqu'un. Non, je rigole. Meryl, est-ce qu'on vous a rassuré? Est-ce qu'on vous a rassuré? Est-ce que vous pensez que vous allez mettre en place des choses justement pour que ça marche ce coup-ci? Je pense que le premier mot, c'est un petit peu ce que disait Nawel très bien, c'est essayer de me faire confiance. Et après, le deuxième, là je rejoins Aude et le docteur Pillot, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide. Et ça, je pense que c'est après, bon, c'est une question peut-être d'éducation, mais voilà, déjà essayer de me faire confiance, donc partir avec cette angoisse et essayer de la mettre de côté. Et puis préparer des conseillères, là, complètement. Participer à des réunions, ça va être bien. Et préparer les quelques jours qui me restent, en essayant de demander des pré-conseils pour pouvoir être optimale. Voilà. Elsa va vous donner des adresses sur le net près de chez vous. Bon, merci beaucoup à toutes les trois. Merci docteur, une fois de plus, d'être venu sur notre plateau. On va poursuivre avec Nathalie et ses livres. Alors, dans les livres pour adultes, il y a du lourd, mais il y a du super. lourd. Non, mais il est super. Ils sont tous super. Ina May Gasquin, le guide de l'allaitement naturel, nourrir son enfant en toute liberté. C'est Mama Édition, évidemment. Je veux dire qu'il n'y a pas plus dans le détail. Mais vraiment, vraiment, y compris les feuilles de chou qu'on met à l'intérieur du soutien-gorge, tout y est. Et notamment sur cette période qui est si difficile, avec des choses extrêmement précises sur les médicaments. En ce moment, il y a des thèses de sages-femmes qui sortent sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on tombe malade au bout d'un mois, fatigue, on se chope un virus qui passe, etc. Il arrive souvent qu'on aille chez son généraliste, et à ce moment-là, il vous dit « Ah bah oui, mais l'allaitement, les médicaments, principe de précaution », et hop, d'un seul coup, on arrête l'allaitement parce qu'on est malade. Non, ça n'est pas aussi clair que ça. Donc il y a une liste très précise, des adresses, souvent des sites étrangers qui vous parlent des molécules, qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, plus toutes les conseils de maman. Alors, c'est la Bible. Oui, dans notre bibliothèque, oui. C'est rarissime d'avoir un médicament contre-indiqué avec l'allaitement. D'accord. Y compris les psychotropes. Y compris les psychotropes. Y compris les psychotropes. Ça dépend lesquels, mais en général, c'est très rare que l'on soit amené à arrêter un allaitement à cause d'un traitement. Il y a toujours au moins des médicaments qui vont avoir le même type d'action et qui, eux, vont pas passer dans le lait de la même façon. Donc, il y a toujours des solutions. D'accord. Alors, vous parliez des consultantes en lactation. Ça y est, elle l'a sortie. On la connaît bien
soutien au maternel, c'est Véronique Darmanja. L'allaitement, l'allaitement malin. Le livre le plus complet pour allaiter sereinement, je dois dire, qui se complète relativement bien. Elle parle aussi quand même du rôle du père. Moi, je pense qu'effectivement, l'acquiescement du père dans cette affaire, notamment pour continuer l'allaitement, est quand même essentiel. Et notamment sur la partie de la fatigue, quand on est si fatigué, qu'on n'en peut plus, qu'on se sent pas super joli, machin, avoir un monsieur qui dit mais regarde ce que tu fais pour notre gosse, c'est tellement bien. Oui, enfin passer 2 ans, il est moins soutenant. Vous êtes mauvaise. Nous essayons de dépasser le cap du premier mois. C'est déjà le premier mois. Cher Julia. C'est vrai, c'est fondamental. Mais oui, bien sûr. Alors l'allaitement maternel. Je l'aime bien parce que ça reprend un petit peu ces positions que vous avez expliquées, ce détail dans lequel vous êtes allé, c'est-à-dire ce qu'on mélange entre une montée de lait et un engorgement parce que c'est le système vasculaire qui se met en marge. Évidemment, quand même, il y a une des raisons contre laquelle on ne peut rien faire par rapport à ça. Et je crois que le docteur, vous pouvez pas aller contre, c'est l'envie de la reprise de la cigarette. Et ça, l'accompagnement des femmes par rapport à l'envie de quoi ? De reprendre la cigarette. On fume pas et on les femmes qui fument, qui se sont arrêtées et qui ne, oui. Bien sûr, mais elles se posent, elles, cette question, c'est-à-dire leur façon d'arriver et d'arrêter, c'est de dire je veux reprendre une clope, je ne veux pas donner ça à mon bébé. Non, mais de toute façon, ce qui est gênant, c'est la nicotine dans l'air. Donc, vaut mieux fumer. Si on est vraiment condamné à fumer parce qu'on n'arrive pas à se retenir, vaut mieux apporter une protection avec le lait maternel, même s'il y a un peu de nicotine qui va passer. Vaut mieux ça que pas de lait du tout. Exactement, que d'arrêter le lait. Mais je préfère que ce soit vous qui le disiez. Je comprends bien. Je comprends. Ouais. Non, mais chaque femme pense ça. C'est-à-dire moi, je pensais qu'on pouvait reprends pas. ma clope. Bien sûr. Moi, la première. On ne va pas fumer en donnant le sein au bébé, on peut fumer juste après. Quoi. Bien sûr, et puis si on peut avoir des accompagnements pendant la grossesse pour essayer d'arrêter et d'être suivi aussi un petit peu après par des sages-femmes d'abacologues, ce serait pas mal. Merci beaucoup Nathalie. On laisse la place à Elsa sur le net. Et Elsa, vous allez commencer avec une initiative très intéressante à laquelle participe d'ailleurs Marc Pillot. C'est quoi cette Exactement, initiative ? C'est mon soutien du jour et c'est un soutien que j'adresse tout particulièrement à Nathalie qui n'arrête pas de m'envoyer des messages sur Facebook et qui a bien raison. Voilà, c'est une initiative que j'ai trouvée très intéressante, très intelligente pour le droit au soutien à l'allaitement. Justement, donc l'idée de ce site internet... C'est quoi l'objectif ? C'est de recueillir en fait les témoignages, comme on l'a fait un peu ce matin, des mamans qui ont été confrontées justement à cet arrêt de l'allaitement pour tout un tas de raisons et notamment peut-être une déficience dans la formation des professionnels parfois, comme on l'a très souligné lors de l'émission aujourd'hui. Donc l'objectif c'est vraiment ça, de collecter des témoignages, de faire une lettre ouverte ensuite qui sera envoyée aux autorités compétentes, en l'occurrence le ministère de la Santé, pour essayer justement de sensibiliser à cet aspect-là dans les formations médicales, que ce soit pour les pédiatres, pour les médecins généralistes, pour les obliger à se former, quoi. Exactement. Et ça donne quoi Qu'est-ce que ça dit, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de témoignages. C'est ce qu'on se disait avec le docteur Pillot en coulisses. Donc c'est ça. Vous allez sur ce site-là, faites comme moi, donnez votre témoignage. Comme ça va faire progresser vraiment ce site internet. Moi, j'en suis ravie. Signez la pétition en parallèle, donnez son témoignage. Bref, contribuer à faire en sorte qu'on forme de mieux en mieux et que ça bouge. Les professionnels. Super, Elsa. Bon, et sinon.